Nous allons pouvoir débuter notre séance du Conseil communautaire. C'est bon? Très bien. Alors, en préambule, je souhaitais vous faire part d'une bonne nouvelle que vous avez pu découvrir dans la presse ou sur les réseaux. En ce qui concerne le prix qui a été décerné à la communauté d'agglomération, donc Cap-Atlantique, La Baule, Guéron d'Aglo, dont Pauline porte le trophée. Merci Pauline. Alors, c'est un prix qui a été remis par l'AFNOR, qui est un prix en fait d'expérience citoyen. L'Aglo, nous étions 67 EPCI à participer je vais dire à cet audit, et l'Aglo a été couronnée première. Alors, il s'agit d'une expérience déjà que nous avions initiée et qui a été portée par Claude Baudet. On avait eu l'occasion de vous la présenter le 8 avril dernier, et nous avions déjà constitué des groupes de travail et ateliers pour engager une réflexion avec l'ensemble des services qui accueillent l'usager, donc aussi bien au niveau de l'Aglo que des communes. Et ce dossier en interne a été piloté par Pauline, donc à qui aussi nous adressons nos félicitations, pour aussi les agents qu'elle représente et qui ont participé à cette remise de trophée. Alors, il y a 4 critères qui ont permis d'évaluer cette performance et nous permettre d'obtenir cette distinction. C'est l'accessibilité, la réactivité, la courtoisie, le temps d'attente et la gestion des réclamations. Alors, c'est d'autant plus intéressant puisque ces critères qui ont été retenus, c'est un audit mystère qui a été mis en place. Donc, les services n'étaient pas du tout informés au préalable de cette démarche. Donc, ça vient aussi faire totalement écho aux ambitions que l'on porte et dans l'écriture de notre projet de territoire, où on a souhaité mettre au travers de nos ambitions l'usager au cœur de nos politiques publiques. Donc, c'est un signe de reconnaissance, un signe d'encouragement, et qui est de bon augure pour le travail qui va être poursuivi sur les mois, années à venir. Donc, merci Pauline, merci Claude Baudet qui a porté le sujet. Donc, tu as bien fait d'arriver, Claude. Hein, voilà. Donc, un grand merci, bravo. Bravo à la collectivité. Alors, pour l'organisation de cette assemblée, je propose, si on est d'accord, de désigner comme secrétaire de séance Françoise Toby. Madame Toby, très bien, je vous remercie. Donc, le premier point qui va être mis à l'ordre du jour, c'est donc l'approbation du compte-rendu de la séance du 9 novembre 2023. Y a-t-il des questions, observations par rapport à ce compte-rendu ? Eh bien, écoutez, je propose de le mettre au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Il est adopté à l'unanimité. Donc, sur l'ordre du jour des 47 points que nous avons identifiés, vous donnez une première information. La délibération numéro 40 va être reportée. Il s'agit du parc d'activité du Crelin à Saint-Liphard. C'était une promesse de vente de lot numéro 6. Nous l'avions quand même inscrite puisque nous attendions le retour d'évaluation de France Domaine, qui à date, nous ne l'avons pas. Donc cette délibération sera reportée au Conseil communautaire du 15 février 2024. Également sur les points qui sont à l'ordre du jour, vous avez souhaité qu'il y ait un débat ou des échanges. Donc il s'agit, alors le premier point, c'est le rapport annuel des 2023 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc celui-ci nous sera présenté par Nicolas Rivalon. Ensuite, il y a le point numéro 5 qui est le vote du budget primitif 2024, le budget principal. Donc nous sera présenté par Hubert Delorme. Ensuite, j'ai le point numéro 27 qui est l'avenant à la convention d'animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique
Il nous sera donc présenté par Pascal Puiset. Ensuite, j'ai le point numéro 36. Là, il s'agit du programme local de l'habitat 2024-2030, l'arrêt du projet. Donc, il nous sera présenté par Michel Kielin. Ensuite, le point numéro 45, où là, j'interviendrai pour vous faire retour du contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du trait de côte de 2011 à 2023. Et enfin, les deux derniers points, 46-47, vous sont présentés puisqu'il s'agit d'émettre un avis de l'EPCI sur des dérogations au repos dominical pour l'année 2024 pour les communes de Saint-Molf et du Pouliguen. Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez voir être mis au débat ou à l'échange? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, nous allons passer au point numéro 1, qui est donc le rapport annuel 2023 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et je cède la parole à Nicolas Rivalan. Merci, Président. Donc, j'ai l'honneur de présenter le premier point de ces 47 points. Donc le rapport annuel, en fait, sur l'égalité homme-femme. Donc un petit rappel. Donc c'est une obligation, en fait. On a deux obligations. La première, c'est la loi du 4 août 2014, qui nous demande de présenter un rapport annuel sur cette thématique, et puis qui rentre dans la politique RH de notre collectivité. Là, forcément, sur ce rapport-là, on a un plan d'action, qui est régi aussi par la loi du 6 août 2019, qui prévoit que l'élaboration d'un plan pluriannuel sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une durée maximale de 3 ans, et que ce plan d'action soit soumis à avis et à consultation du comité social territorial. Et ensuite, c'est transmis au préfet. Bon, il y a la slide, en fait. Il y a un petit décalage, mais voilà, la présentation à l'écran. Voilà. Donc, en fait, le rapport, vous l'aviez dans les dossiers, il représente un certain nombre de pages. Donc, on en a fait une petite synthèse. Aujourd'hui, en fait, on a une répartition qui est, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, qui était plutôt équilibrée entre les hommes et les femmes au niveau des emplois de Cap Atlantique. Donc là, aujourd'hui, on a 156 femmes pour 152 hommes. Donc, c'est plutôt, c'est pas du 50-50, mais on est à 51-49. Donc, c'est plutôt intéressant. Dans les catégories, les femmes sont dans la catégorie A, en fait, on a 58% de femmes. En B, on a 56, et un petit peu moins en catégorie C, qui représente 43%, mais dans les catégories C, on a beaucoup d'hommes, en fait, qui sont aussi dans les services, tout ce qui est service déchets, et donc on a plus d'hommes que de femmes dans ce service-là. C'est pour ça qu'on a une petite différence entre les hommes et les femmes. Mais pour signer des arrêtés régulièrement, j'ai de plus en plus de femmes qui postulent sur ces postes-là. Donc sur les postes à responsabilité, on a une proportion de femmes, 67%, qui est plus importante que les hommes. Bon, c'est les emplois administratifs. Quand on se promène dans les couloirs du siège social, on croise plus de femmes que d'hommes. C'est pas surprenant. Et par contre, dans la répartition des postes, on a la même, enfin pas tout à fait le même pourcentage, mais en fait, on a sur les postes à responsabilité, on a 40% d'hommes pour 60% de femmes, mais ça correspond quand même un peu à la physionomie, en fait, des emplois, en fait, sur le siège. Et en évolution de carrière, on a 17 femmes et 19 hommes qui ont bénéficié d'un avancement de grade. Par
contre, sur la promotion interne, en fait, on avait proposé autant de femmes que d'hommes, mais donc on ne décide pas, c'est le CDG qui a décidé d'accorder une promotion en fait aux deux hommes sur l'ensemble des personnels qu'on avait présentés. Après, bon, on a quelques constats comme de déséquilibre dans certains services. Au sein du conseil communautaire, les femmes sont représentées qu'à 45%. En bureau communautaire, elles sont que de 30%. Et dans les commissions thématiques, elles représentent que 41%. Donc ça, c'est compliqué de pouvoir mobiliser en fait aussi des personnes. Les écarts de rémunération, on en a toujours quelques-uns. Donc une différence entre les catégories A et donc on a un écart de 394 €. Au niveau national, c'est 550 €. Donc et 134 € en moyenne pour les catégories B. Ça s'explique entre autres sans doute sur c'est même sans doute, c'est certain, ça s'explique sur les différences comme je vous l'ai dit précédemment. Ça s'explique sur les postes à responsabilité, on a plus de catégorie A que en hommes, donc voilà, et puis les emplois aussi, les temps partiels en fait qui sont. Ensuite, on a donc 63% des postes contractuels qui sont occupés par des femmes. Et puis forcément, la carrière des femmes est plus impactée. Il s'explique aussi la différence de salaire qu'on peut avoir sur les événements familiaux. Hein. Les femmes représentent 84% des agents à temps partiel. Et 100% des agents qui sont en congé parental. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui prennent de congé parental. Et puis donc on a comment dans l'enquête on a fait un baromètre social en fait et on a quand même des chiffres qui nous ont surpris nous en tant qu'élus et même des représentants du personnel où on a quand même 10% des agents qui estiment qu'une femme a un impact négatif au sein de la collectivité. Donc on a quand même 10% d'hommes qui pensent que les femmes n'ont pas leur place. Eh oui, 10%. Alors, j'ai des chiffres. Alors, 10%, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais sur non. Sur l'ensemble des agents qui ont été questionnés sur le baromètre social, donc sur les 320, un peu plus de 320 agents, on a quand même, donc on a eu à peu près 211 réponses, je crois, précisément. Et donc on a quand même donc 10%, ça fait quand même une vingtaine d'agents. Et 2% qui estiment et 2% donc des agents qui ont répondu à ce baromètre, en fait, qui estiment qu'un homme peut avoir un impact négatif. Bon, cela dit, ça nous a quand même interpellés et on a donc on va mettre en œuvre des actions hein, sur ce point. On va mettre un plan d'action en fait hein, sur l'égalité homme-femme et donc on va essayer de questionner le pourquoi en fait on a quand même une vingtaine d'agents qui pensent que donc ça c'est un travail qui est à faire. Donc en fait on va en matière de ressources, la gestion de ressources humaines, on a donc entamé, c'est déjà entamé et c'est déjà en cours, favoriser donc l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'était quand même l'objet de notre réunion qu'on a eue avec nos agents, c'est de favoriser en fait le bien-être au travail. Donc on va continuer dans ce sens-là. Et là, pour
pour le coup, en fait, on a l'aménagement du temps de travail, donc à compter du 1er janvier prochain, en fait, c'est de proposer des semaines de travail de 4 jours et demi, voire alternativement une semaine à 4 jours et une semaine à 5 jours. Sur les 221 agents qui sont admissibles, parce que tout le monde n'est pas admissible à cet aménagement du temps de travail, mais je vous comprendrai aisément pourquoi, hein, service déchets, service de l'eau, enfin voilà, où il y a besoin d'être présent. Et ce qui fait qu'en fait, on a quand même sur les 221 agents, on a 113 agents qui ont choisi cet aménagement du temps de travail. Donc c'est plutôt quand même intéressant. Favoriser également la pratique du télétravail. Je crois que ça s'est rentré un petit peu dans les mœurs depuis le Covid, hein, la période Covid. Donc je crois que les gens ont pris goût à travailler à la maison et donc on va quand même continuer de favoriser cette forme de travail et puis de formaliser aussi des méthodes et de procédures de recrutement qui sont de toute manière déjà, mais d'accentuer en fait les recrutements non discriminatoires, de tendre à favoriser l'égalité salariale. Donc le régime indemnitaire sont différents selon les filières, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les cartes de salaire aussi, on a la filière technique qui est un peu mieux rémunérée que la filière administrative. Donc ça rentre aussi dans le calcul. Donc c'est de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et puis un dispositif, on en a déjà parlé d'ailleurs, de signalement sur les faits discriminatoires, qu'on va mettre en place au courant de l'année 2024. Et puis partager une culture commune, c'est le dernier point. C'est d'affirmer l'engagement de la collectivité en faveur de l'égalité professionnelle, action de sensibilisation de tous les agents et la formation des managers, chose qui est en cours aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce rapport. Très bien, merci Nicolas pour cette présentation. Alors avez-vous des observations sur ce rapport? Oui, Michel Kellard. Est-ce qu'on peut savoir combien d'autoriser de jours de travail par semaine? Combien de jours de travail autorisés pour le télétravail par semaine? Une journée. D'accord, merci. À noter aussi, vous l'avez vu dans ce qui est porté Dans la politique, la stratégie RH sur ce sujet-là, c'est que au travers de ce rapport, on voit déjà, il faut lire la situation quand même d'équilibre sur les hommes et femmes au niveau de la collectivité. Ce qui est intéressant au travers de ce diagnostic et de ce rapport, c'est surtout le plan d'action qui est élaboré, qui va permettre aussi, dans un an à la même époque aussi, de vous restituer la trajectoire et les actions qui ont été mises en place sur les actions majeures sur lesquelles nous devons porter notre attention et intérêt, puisque ce que nous portons en stratégie et ressources humaines, c'est l'égalité de traitement, quel que soit l'individu, son genre et son activité. Donc c'est une équité et une transparence. Donc c'est dans cette démarche aussi que nous nous inscrivons au travers de ce point. Oui, Pascal Puiset. Bon, je vais le dire parce que je pense que plusieurs autour de la table doivent être étonnés. Je suis absolument abasourdi par ces 10% de personnes qui trouvent que les femmes sont un frein dans le fonctionnement des collectivités. Ça m'interloque, donc j'ai vraiment envie de le dire, de le souligner. Je trouve ça absolument... Ah, expliquez-moi, j'ai mal compris. 10% des gens qui ont répondu au baromètre social. En fait, donc sur les 200 agents, hein, à peu près, on a 10%, donc une vingtaine d'agents qui estiment que la femme a... C'est bien ce que j'avais compris, moi. Ah, j'ai bien compris, moi? Mal interprété? Coupe ton micro, Nicolas. Non, c'est 10%
des personnes sondées qui considèrent que le fait d'être une femme les désavantages au sein de l'agglomération. C'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est un sentiment que pour 10% des personnes sondées, ils disent les femmes ont moins de chances que les autres. Non, mais c'est moi qui me suis mal exprimé. C'est bien dans le sujet lutte contre les discriminations. 2% des Cela dit, ça reste quand même, voilà, ça mérite d'être creusé quand même, et on va essayer de. Ouais. Alors ça c'est dans la démarche qu'on a mis en place sur la lutte contre les discriminations. Donc ça fait partie aussi de l'élaboration et de la stratégie ressources humaines pour mettre en place justement un dispositif pour faire face à ce type de situation. Voilà. Donc là, il s'agit de prendre acte du rapport. Donc je vous propose que nous passions au point suivant. Vous indiquez aussi que pour les délibérations, donc ça c'est pour le compte rendu, les délibérations 3, 6, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Madame Nathalie Hazard ne participera pas au vote. Donc ce sont toutes les délibérations liées à l'eau et l'assainissement. Voilà. Et Daniel Rival. Monsieur le Président, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Tout ce qui concerne les délibérations au pluvial, au usé, au normal, je ne participerai à aucune délibération. Merci. Très bien. Donc veuillez indiquer également au même titre que Nathalie Hazard que Madame Daniel Rival ne prendra pas part au vote des délibérations citées. Très bien. Donc, point numéro 2, donc décision modificative numéro 3, budget principal 2023. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 3, décision modificative, budget annexe eau potable 2023, c'est la décision modificative numéro 3 de ce budget. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Vote à l'unanimité. Décision modificative numéro 3 pour le budget annexe déchets 2023. Point numéro 4. Oui, Daniel. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais je ne fais pas part à ce vote non plus. Vous avez été trop vite dans votre délibération. Merci beaucoup. Oui, alors, mais Madame Rival, c'est exactement les délibérations que j'ai indiquées auxquelles vous ne seriez pas soumises au vote. C'est la 3, la 6, la 7, la 30, la 31, la 32, la 33, la 34, la 35. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Daniel Rival. Point numéro 5 qui va nous être présenté par Hubert Delorme. Donc, il s'agit du vote du budget primitif 2024 pour le budget principal. Monsieur Delorme, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous étions vus lors d'un précédent conseil communautaire où nous avions eu le débat d'orientation budgétaire et j'avais fait la remarque que c'était le débat d'orientation budgétaire le plus simple qui m'était donné de présenter. Et je dois avouer que je caressais l'espoir qu'on me pose pas de questions aujourd'hui concernant les finances parce que c'était une formalité. Bon, c'est quand même un budget conséquent. Donc effectivement, on va y passer un petit moment. On nous a présenté un récapitulatif. Non, c'est parce que je suis un peu feignant que je voulais pas monopoliser trop de temps et l'attention des collègues. Donc simplement par rapport au débat d'orientation budgétaire dont nous avions discuté ensemble. Il y a eu des modifications tout à fait à la marge sur ce budget principal. Ce sont des petits affinements et des choses comme ça. Alors là vous avez entre guillemets la substantifique moelle et le résumé des opérations de ce budget 2024. Alors vous avez à la fois le budget principal et les budgets annexes sur les montants qui vous sont présentés. Donc,
un budget total de 143 millions d'euros et un budget d'investissement de 42 millions d'euros. Sur la présentation qui vous est faite là, évidemment, on ne peut pas tout mettre, hein, parce qu'effectivement, vous avez eu le rapport sur le budget principal qui fait 17 pages. C'est difficile de résumer aussi rapidement un budget comme celui-là, mais les traits significatifs sont les suivants, hein, c'est que le budget de la communauté d'agglomération est à l'équilibre. Les chiffres sont intéressants parce que les perspectives que nous avions en début de municipe étaient un petit peu moins favorables que celles que nous connaissons, c'est-à-dire que la situation financière est saine et nous permet de concrétiser le projet de territoire que nous avons. Et là, vous avez une déclinaison d'un certain nombre de projets en fonction des ambitions que nous avions mis dans cette dans ce projet de territoire, avec la déclinaison d'un certain nombre de choses et de projets. Ça, c'est pour la partie des investissements. Sinon, dans le processus budgétaire, j'avais vu les différents vice-présidents en charge de leurs compétences respectives. Nous avons revu avec la commission ressources ces budgets, les petites variations qui avaient eu lieu, etc. Et puis, je suis toujours à la disposition des uns et des autres si vous avez des questions particulières, sachant qu'effectivement, le but du jeu pour moi n'est pas de revenir dans les détails de toutes les lignes de ce budget, parce que ce serait effectivement très compliqué. Enfin, ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais si vous avez des questions, le principe c'est que quand il y a la commission ressources qui étudie ce budget se réunit, bien entendu, les différentes communes ont accès à ces informations, sont capables de faire remonter des questions, et je suis toujours prêt, y compris maintenant, à répondre à toutes les questions que les uns et les autres pourraient avoir concernant ce budget. Voilà, c'était un petit peu ça la philosophie. Je me retourne vers le président si j'avais oublié un élément important qui nécessitait un mot complémentaire. Merci Hubert Delan. Bon, comme vous l'avez évoqué, voilà, c'est une synthèse sur les grandes lignes hein, qui représentent alors non pas l'ensemble des actions engagées, mais on a repris sur des projets phares sur nos politiques publiques par rapport aux ambitions qui caractérisent notre projet de territoire. Bon, vous l'avez vu, on a aussi été dans une phase de renouvellement de grosses DSP sur l'année écoulée, 2023, donc sur les DSP eau potable et assainissement. Nous poursuivons en fait nos investissements avec le centre aquatique d'Herbignac, pour lequel nous avons fléché dans les investissements la dernière ligne de budget, avec une ouverture prévue à la rentrée 2024. Nous avons aussi commencé à flécher dans les investissements les premiers travaux pour la construction et la restauration de la chapelle pour l'auditorium du conservatoire intercommunal. Et puis flécher aussi des investissements sur tout ce qui est nos réseaux. Voilà. Donc il y a voilà, tous les sujets ont été fléchés, servis, indiqués, et comme le disait Hubert, la trajectoire que nous prenons est une trajectoire bonne, sur laquelle nous sommes en capacité de pouvoir porter nos ambitions, et surtout ce qui est attendu de nos concitoyens, c'est surtout de les réaliser, nos ambitions, de les porter. Oui, Daniel Rival, vous souhaitiez intervenir. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais simplement dire, cette intercommunalité, je la connais depuis 2002, où nous l'avons mis en place, ou 2003, et on a toujours fait en sorte que nous aidions les petites communes. Moi, à l'époque, maire de Basse-sur-Mer, j'ai été aidé avec l'interco, ne serait-ce que sur le château d'eau. Et aujourd'hui, je me dis quand même que la commune de La Baule, et là, j'espère que vous allez tous m'entendre, chers collègues, la commune de La Baule amène quand même beaucoup d'argent dans cette intercommunalité, et j'ai l'impression que nous sommes des pestiférés. Donc, moi, cette intercommunalité, je la reconnais plus.
je sais pas si je vais continuer à être ici, parce que je repense à tous mes collègues qui sont morts, qui sont battus, qui sont je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année, mais je pense que vous me verrez plus bientôt parce que je me reconnais pas dans cette intercommunalité. J'ai un peu honte de vous tous, vous voulez tout changer, vous voulez tout tout le monde veut avoir son petit problème, son petit chez soi. Et moi, écoutez, bon, Madame Rival, je vais demander à Hubert Delorme. Pardon, Monsieur le Président, je finis mes propos. Enfin, non, je n'ai pas envie d'entendre ces propos. J'ai simplement à vous dire absolument pas l'état d'esprit et le reflet de ce qui se passe autour de cette instance. Et je pense, et je parle en mon nom. Bon, écoutez, merci Monsieur le Président. Bonsoir, j'ai plus rien à dire. Merci Madame Rival. Monsieur Delorme, vous vouliez intervenir? Si Madame Rival, vous voulez bien couper, s'il vous plaît, votre micro. Merci. Oui, je voulais répondre à Daniel Rival sur son intervention. Je veux dire que la préoccupation de la communauté d'agglomération n'a pas changé entre les fonds baptismaux qui datent de 2003 et aujourd'hui 20 ans après. Je veux dire, la meilleure preuve, c'est que le conseil communautaire a validé l'année dernière un pacte fiscal et financier dans lequel toutes les communes ont été consultées, les agents de CAP ont été consultés, toutes les communes, les conseils municipaux des différentes communes ont été consultés, et précisément ce qui a occasionné ce pacte fiscal et financier, c'était d'essayer de faire quelque chose qui soit juste, qui soit transparent et qui soit équilibré. Alors, juste et transparent, je vais rappeler deux petits points. On avait des services qui étaient mutualisés, dont le coût était supporté à 53% par les communes, ce qui était une anomalie. Et donc, effectivement, on a tous convenu ensemble que la part à la charge des mutualisés serait de 90%. Ça s'est fait progressivement. On a fait un certain nombre de choses et on a mis en place des règles qui facilitaient et aidaient les plus petits, etc. Et tout le monde était d'accord là-dessus. On a pris des critères tout à fait objectifs sur la population, sur tout un tas de critères et ça a été débattu ensemble. Donc effectivement, j'ai un petit peu, alors je comprends le ressenti qu'on peut avoir, mais objectivement, ça a été un travail commun, fait avec tout le monde, et je veux dire, la très grande majorité des conseillers communautaires ont validé ce pacte fiscal et financier. Donc voilà, je voulais remettre un petit accent là-dessus, parce que c'est pas, on n'a pas fait de variation de fonctionnement, de principe. Ce sont des principes qui ont été acceptés par tout le monde, et on a essayé d'être le plus, je vous dis, transparent, parce que ça en manquait un petit peu avant. Et là, on est beaucoup plus transparent que nous ne l'étions, et on essaye d'être le plus possible. Alors, il y a toujours certains qui considèrent qu'ils sont plus ou moins aidés, etc. Ben, je veux dire que ça, c'est tout à fait relatif. Et je vous suis complètement quand on dit que la commune de La Baule est le plus gros contributeur. Ben oui, effectivement, vous êtes une commune. Il y a deux communes principales en termes d'habitants, et c'est vrai que la contribution de la commune de La Baule est extrêmement significative au regard du budget de la communauté d'agglomération. Voilà, mais tout ça pour dire que dans les faits, on est transparent et équitable, juste. Merci, Monsieur Delorme. Donc, si on en revient au... Vous vouliez intervenir, Madame Rival? Oui, merci, Monsieur le Président. Hop. Merci à Hubert Delorme, mais je voudrais quand même que vous entendiez mon message. Et je sais que vous pouvez faire plein de choses. Je sais que vous faites tout pour modifier les choses, mais j'aurais toujours
sois toujours malheureuse de cet interco où aujourd'hui je me retrouve plus et je pense que Jean-Pierre et Michel sont pareils vis-à-vis de tous nos anciens collègues qui ont bossé, qui sont partis et bon bah je comprends, vous vouliez avancer, mais je voulais vous le dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et merci Hubert pour ces explications. Bonsoir. Oui, Michel, qui est là. Daniel, tu parles pour toi, hein, je ne m'associe pas à cela. Moi, je reconnais que je n'ai rien à dire de cette nouvelle organisation du conseil communautaire. Voilà. Et je ne veux pas être associée à... Merci Michel. Très bien, merci. Je vous propose que nous revenions à l'objet de la délibération, donc sur le vote du budget primitif de 143 millions d'euros de l'AGLO. Avez-vous, par rapport à la présentation qui a été faite, des observations, des points à développer? Eh bien, écoutez, je vous propose donc de mettre au vote le budget primitif 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, les points suivants, donc le point 6, vote du budget primitif 2024, budget annexe eau potable. Je vais mettre donc aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, vote du budget primitif 2024, budget annexe assainissement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Point numéro 8, le vote du budget primitif 2024 sur le budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, vote du budget primitif 2024, budget annexe zone d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, vote du budget primitif 2024, donc budget annexe déchets. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, vote du budget primitif 2024, budget annexe GEMAPI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 12, attribution de compensation provisoire 2024. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 13, création des autorisations de programme et crédits de paiement 2024. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, fonds de concours 2023, attribution à la commune de Ferrel pour la première tranche de la restauration de l'église. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15, fonds de concours 2022 et 2023, attribution à la ville de La Baule pour la promenade de mer, tranche numéro 1, maintien du trait de côte 2023, 2024, 2025. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 16, fonds de concours 2023, attribution à la ville de La Turballe. Là, il s'agit de l'aménagement du sentier de Caire-Élisabeth. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Fonds de concours 2023, le point 17, la attribution à la ville de La Turballe, rénovation énergétique de la chaufferie de la mairie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 18, fonds de concours 2023, attribution à la commune de Saint-Molf pour la réalisation du PAVC 2024. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Juste pour vous faire un point, puisqu'il s'agit des derniers fonds de concours que nous avons votés au titre de l'exercice 2023, je rappelle sur le montant que nous avons doublé depuis 2022. La communauté d'agglomération, c'est donc 2 millions de fonds de concours. À date, et pour l'exercice 2023, il y a 1 400 000 euros qui seront consommés. Il reste donc pour 2024 les 2 millions, plus les 600 000 des communes qui ne les auraient pas consommés.
Et je rappelle juste que dans la règle que nous avons fixée, les fonds de concours doivent être utilisés dans les 3 années. Si toutefois n'était pas le cas, ils retomberaient dans le pot commun et nous les reventilerions sur les projets matures sur cette période-là. Hein, il est essentiel aussi que je rappelle ce que nous avons collégialement fixé comme règle. Voilà l'information que je voulais vous communiquer sur les fonds de concours. Sur le point 19, donc là il s'agit de la création et transformation de postes, donc l'actualisation du tableau des effectifs. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 20, donc il s'agit de l'organisation du temps de travail, donc c'est le règlement applicable à compter du 1er janvier 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21, donc attribution de l'accord cadre à bon de commande pour l'achat de licences Microsoft de logiciels et services en cloud. J'attendais, je l'ai fait pour mon cher voisin Claude Baudet, qui n'aime pas les anglicismes. Alors, le service en cloud. Merci Claude. Alors, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 22, là il s'agit de la révision des statuts de l'agglomération. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 23 est lié à des nouvelles désignations dans les commissions thématiques. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 24, désignation des représentants de la communauté d'agglomération auprès des organismes extérieurs. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 25, il s'agit de la commission consultative des services publics locaux thématiques déchets. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 26, c'est le partenariat avec le CPIE Loire-Océane. Il s'agit de la convention 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 27 va faire, lui, l'objet d'une présentation par Pascal Puiset. Donc, il s'agit de l'avenant à la convention d'animation de la plateforme de transition et rénovation énergétique. Pascal Puiset. Merci, Président. Je vais pouvoir apporter des chiffres, des réponses à la presse que je n'avais pas hier. Donc, vous allez les avoir aujourd'hui. Oui. Donc, la plateforme territoriale de rénovation énergétique est intégrée dans le guichet unique de Cap Info. Il permet aux entreprises et aux habitants du territoire de pouvoir être orientés, accompagnés vers de meilleures solutions de travaux et de pratiques d'économie d'énergie. Donc, un bilan 2022-2023 qui est très très bon, ce qui nous amène d'ailleurs à vous proposer une prolongation de cette convention. Savoir que quand même 1955 personnes ont contacté le groupe Alizé, 418 rendez-vous ont eu lieu, 24 personnes ont été accompagnées, là on parle des administrés. Pour les entreprises, contact 23 et 12 entreprises qui ont été accompagnées dans cette rénovation énergétique. Donc le dispositif est financé, il faut le savoir, à 74% par des certificats d'économie d'énergie, dispositif de service et d'accompagnement à la rénovation énergétique, et par la région Pays de Loire pour atteindre 100%. L'animation donc de cette PTRE, comme je vous l'ai dit, est confiée à l'association Alizé via une convention d'animation signée pour 2022 et 2023. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est de poursuivre cette animation de la PTRE en 2024 dans les conditions identiques à celles pratiquées aujourd'hui, avant une refonte du dispositif à partir du 1er janvier 2025. L'année 2024 permettra en effet de pouvoir définir un dispositif commun à l'habitat, intégrant la prochaine OPAH pour la poursuite 25-28. Donc il est proposé de poursuivre cette animation en gardant la même enveloppe budgétaire, soit 99 051 € TTC. Il y a un avenant que vous trouverez dans les documents qui vous ont été joints.
Le financement de la région et du dispositif SAR reste inchangé sur l'année 2024. Monsieur le Président. Très bien, merci Pascal Puiset pour la synthèse et la présentation de ce dispositif. Donc vous l'avez vu au travers des chiffres qui vous sont relatés, qui correspond parfaitement dans le cadre de nos politiques publiques sur l'accompagnement de la transition énergétique aux besoins des différents acteurs, que ce soit l'habitant ou les entreprises du secteur économique. Donc avez-vous des questions, observations sur le point? Oui, Pascal. Juste une petite précision. Bien évidemment, cette animation de la PTRE rentre dans le cadre de notre PCAET. Vous savez que nous avons l'obligation de diminuer la diffusion des gaz à effet de serre à raison de 50% à l'horizon 2030. Donc tout ce travail qui est fait par Alizé d'amélioration de l'habitat ou de l'amélioration énergétique des entreprises participe à cette diminution des gaz à effet de serre. Très bien, merci Pascal. Donc y a-t-il des observations à cette présentation de délibération? Eh bien écoutez, je vais soumettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 28, donc majoration de l'équivalent redevance. Alors y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 29, il s'agit de tarifs et procédures pour la réalisation du contrôle des installations privées d'eau pluviale. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 30, il s'agit de l'approbation du règlement du service public d'eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 31, approbation du règlement de service public d'assainissement collectif. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 32, avenant numéro 1 au contrat de délégation du service public d'eau potable, création d'une société dédiée. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 33. Avenant numéro 1 au contrat de délégation du service public d'assainissement collectif, donc création d'une société dédiée. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 34. Renouvellement des conventions de vente et d'achat d'eau potable en lien avec la reconduction du nouveau contrat de service public d'eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 35, il s'agit du renouvellement de la convention de déversement pour la gestion des effluents d'assainissement avec Saint-Nazaire Agglo. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 36, qui lui va nous être présenté par Michel Kellard, donc il s'agit du programme local de l'habitat 2024-2030. Il s'agit de l'arrêt du projet du PLH. Michel Kellard, je vous laisse nous le présenter. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'élaboration de ce troisième PLH est en cours et ça va permettre à l'agglomération de se doter d'un outil de programmation et de stratégie en matière de politique locale de l'habitat et qui se décline à hauteur des 15 communes que compose l'agglomération. Le projet du troisième PLH est le résultat d'une démarche partenariale et de concertation, les services de l'État, les acteurs locaux, et ce depuis avril 2022. Les différentes étapes ont été validées lors de 2 bureaux des maires en septembre 23 et décembre 23, 2 séminaires des maires également, 2 mars 23 et 2 juin 23, et 3 séminaires de partenariat, 6 septembre 22 et on m'entend pas. Et voilà, ça marche pas. Pardon. Et 11 octobre 23. Voilà. Conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation, le projet du PLH se compose ainsi: un diagnostic local de l'habitat et du logement, un document d'orientation décrivant les ambitions du territoire ainsi que les enjeux opérationnels d'action et les objectifs en logement qui en découlent, et un programme d'action. Donc, je ne vais pas vous décliner les 21 actions organisées.
Voilà, autour de 6 axes opérationnels et un socle de réussite. Bien sûr, j'espère que nous allons le réussir. Donc, à travers le PLH 2024-2030, la collectivité entend en outre définir des objectifs territorialisés, j'arriverai pas à le dire en logement, et voilà, pour Cap Atlantique, on part sur une fourchette basse à 624 logements an, fourchette haute 655, et on va essayer de remplir notre contrat. Voilà, Monsieur le Président. Merci Michel Keller pour cette présentation. Donc un gros travail fourni pour l'écriture et la validation de ce troisième PLH. Michel Keller l'a souligné dans les enjeux et les objectifs que nous avons. Tout ça se traduit, vous le savez, par un contexte de climat, loi et résilience avec l'impact de la zéro artificialisation nette, les autres enjeux auxquels doit faire face notre territoire. Donc, je salue le travail de Michel Keller et de ses services, puisque l'équation n'est pas simple à poser, et elle a au moins le mérite d'identifier et de nous d'affirmer la politique habitat que nous avons au niveau des 15 communes de l'agglo. Et c'est vrai que nous avons eu énormément de concertations, de temps d'échange, d'ateliers sur ce sujet, avec aussi une présentation faite par Michel dans chaque commune pour compiler et avoir ce résultat et cette ambition que nous portons tous. Oui, Daniel Rival. Oui, merci. Vis-à-vis de ce qu'a dit Michel Keller tout à l'heure, je suis pas très contente, je sais le dire, et Michel me connaît. Par contre, je voudrais dire quand même que vis-à-vis de ce PLH, la mairie de La Baule, moi-même, et Michel Keller et tous ses services, nous sommes quand même carencés, que ce soit la mairie de La Baule, que ce soit le Croisic, que ce soit la Turballe, et demain il va y avoir beaucoup plus de communes de carencés. C'est quand même des moments très difficiles à vivre dans les collectivités, et nous devons un PLH, il est sur une intercommunalité, mais en attendant, sachez que, et c'est ce qu'on dit au service de l'État, et c'est ce que dit Michel Keller, et c'est ce que dit Daniel Rival, et c'est ce que dit Monsieur Cadreau, et c'est ce que dit tous ceux qui vont être carencés dans peu de temps, ça coûte très cher. Moi, pas plus tard que le 15 décembre, on a fait une acquisition de combien, Bertrand, 777 000 € pour faire 3 maisons pour du PLH. Donc, je tenais quand même à dire à Mme Keller, elle peut m'envoyer des scuds, elle fait ce qu'elle veut. En attendant, je pense que j'ai toujours été très propre, très digne, et que ce PLH et ce CMS, le contrat de mixité sociale, heureusement que la mairie de La Baule est là pour aider tout le monde, y compris Cap Atlantique, pour le rédiger. Donc, je voudrais quand même dire que nous sommes là, la Turballe, Monsieur Cadreau, vous allez être carencé, vous aussi. Vous allez voir, c'est très difficile, c'est invivable ce qu'ils nous font vivre, les services de l'État. Et je voulais vous le dire, parce que nous, ça fait 4 fois qu'on fait de l'acquisition. La dernière, c'est 777 000 € pour construire 3 maisons. Donc, je pense que nous allons avoir tous des problèmes et qu'il faut que nous soyons tous solidaires. Et moi, j'ai beau tout donner, j'y arrive plus. Voilà, donc je voulais vous le dire. Merci à vous tous. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Norbert Samamin. C'est bon? On n'entend pas. Jean-Pierre, je vais prendre le tien. Voilà. Excusez-moi, je me permets. Soyons clairs, vu la production, je parle de notre commune, le Pouliguen, nous ferons effectivement partie des communes carencées, puisque il s'agissait de voir quel était, au regard du PLH,
le degré de réussite, si vous voulez, de la production de logements locatifs sociaux sur la commune du Pouliguen de 2019 à 2022, ce qui est le cas aussi de toutes les communes. Et effectivement, il faut être honnête et le dire clairement, notre taux de réalisation étant très inférieur à 50%, nous nous attendons à être carencés. Mais ça soulève surtout un élément essentiel, c'est que on a beau avoir un PLH, et puisqu'il y avait un PLH sur la période antérieure, si l'initiative communale n'est pas là pour produire du logement locatif social ou du logement social en général, c'est-à-dire intégrant aussi du logement en accession sociale, eh bien, PLH ou pas, malheureusement, la production n'est pas là au rendez-vous. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé sur la période 2019-2022 sur notre commune. Donc la première chose, le premier des enjeux derrière ce PLH, tel qu'il a été traduit et avec toutes les orientations qu'il comprend, c'est qu'il faut absolument que l'initiative communale soit présente et que nous nous interrogions sur la manière de produire du logement sur notre territoire en lien avec les contraintes du zéro artificialisation nette et d'autres contraintes. Donc ça, c'est très clair. Et quand je dis ça, c'est le deuxième point qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas y avoir de production de logement social, il ne peut pas y avoir de production de logement si nous n'anticipons pas par des politiques foncières et notamment par une stratégie foncière qui fasse que nous constituions des réserves foncières pour pouvoir construire demain. Alors pourquoi je dis tout cela? Parce que il y a un PLH qui marque une excellente volonté en matière de production de logement, et ça, on peut s'en réjouir au titre du projet de territoire de l'intercommunalité, mais il faut que les communes soient là au rendez-vous et qu'elles prennent les initiatives pour produire de logement. Et deuxièmement, et pourquoi je suis intervenu aussi, c'est qu'il faut que nos concitoyens comprennent que quand nous exerçons le droit de préemption pour acquérir une parcelle qui nous permettrait, là où il y a une maison individuelle, eh bien, de construire 20 logements, c'est aussi dans l'intérêt de notre territoire. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de passer par la préemption pour pouvoir demain constituer des réserves foncières et après-demain proposer des logements supplémentaires à notre population, à de jeunes actifs, à des familles dont on sait à quel point elles en ont besoin sur notre territoire. Donc voilà, il y a deux enjeux majeurs, c'est que nous soyons nous tous communes au rendez-vous et que en même temps, en parallèle, bien nous ayons une stratégie foncière suffisamment efficace pour nous permettre non seulement de produire sur la période du PLH, parce que vous le remarquerez sur tous les chiffres que nous avons eus, la période de production de logements sur la période du PLH est plutôt positive, mais il s'avère que à l'issue de ce PLH, la production risque de baisser drastiquement si nous n'anticipons pas une stratégie foncière dès maintenant. Très bien, merci Norbert Samama de ces précisions. À noter que là, c'est donc soumis au vote au conseil communautaire, mais que vous aurez aussi les communes à vous positionner sur l'avis sur ce troisième PLH. Hein, donc là, c'est l'arrêt du projet au niveau de l'EPCI et après, il y aura consultation des communes membres. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce programme local de l'habitat? Et écoutez, je vais le soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 37, il s'agit de la convention avec l'Agence départementale d'information sur le logement de Loire-Atlantique, l'ADIL. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 38, donc il s'agit de la loi SRU période triennale 2023-2025. Donc il s'agit de la signature des contrats de mixité sociale issus de la loi 3DS. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 39, pour la commune de Pénétin, il s'agit de l'arrêt du projet de révision du PLU, avis de l'EPCI Scott, donc qui va émettre un avis favorable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc le point 40, reporté au conseil communautaire du 15 février. Le point numéro 41, il s'agit de la clôture de la convention publique d'aménagement de la ZAC du Grand
Crélin, commune de Saint-Liphard. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 42, il s'agit du centre aquatique Aquaball. Il s'agit d'approuver le choix du mode de gestion et autoriser à lancer la procédure de consultation, donc qui, comme nos autres équipements, sera en délégation de service public. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 43, il s'agit de l'avenant 2 au contrat de DSP des centres aquatiques Aquaguérande, Aquapiriac et Aquaherbignac, qui prend en compte en fait le décalage de l'ouverture de Aquaherbignac. Donc, y a-t-il des abstentions? Oui, Daniel Rival. Pardon. Donc, sur l'avenant numéro 2, donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 44, il s'agit de l'avenant à la convention de mandat pour la gestion du service Vélicéo. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, les 3 derniers points à l'ordre du jour vont faire l'objet d'une présentation. Donc, pour ma part, il s'agit de rendre public le rapport du contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du trait de côte pour les périodes de 2011 à 2023. Donc, le contexte, nous avons eu un audit qui a été porté sur les communes de Piriac, le Croisic, le Pouliguen et au niveau de l'Aglo. Pas le Croisic? Non, pas le Croisic, je dis une bêtise. Mais ça figurait dans la CRC de Michel Keller. Donc, il s'agit en fait d'une extension des missions de la Chambre régionale des comptes qui a souhaité nous auditer sur la stratégie de gestion du trait de côte. Alors, il remonte aux années 2011 jusqu'à 2023. Je rappelle le contexte. C'est que aujourd'hui, au titre de l'Aglo Cap-Atlantique, nous n'avons pas la compétence de gestion et de stratégie d'érosion du trait de côte. Donc, premier constat, nous sommes audités sur une compétence que l'agglomération n'a pas prise. Ça, c'est le premier constat. Au travers de ça, il est important que je vous rappelle que l'Aglo est engagé avec Saint-Nazaire Aglo, avec le CEREMA, depuis 2021, sur l'élaboration d'une stratégie locale de gestion d'érosion du trait de côte. Donc, nous sommes plutôt 2 agglos avant-gardistes sur le sujet. Et nous avons, depuis 2021, mené différentes actions. Alors, des ateliers avec des élus, des ateliers avec des techniciens, des ateliers aussi où a été sollicité des habitants du territoire. Tout ceci a permis de poser un constat et un diagnostic. Bon, quand je dis ça, ça paraît un dossier très simple. Mais c'est un dossier d'une complexité redoutable, pour lequel aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous souhaiterions que ce sujet soit porté par l'État et non pas par les collectivités, puisque au travers de ce sujet-là vient mécaniquement au final qui va financer cette stratégie. Clairement, on le sait, c'est que nous avons instauré au niveau de l'agglomération la mise en place de la taxe GEMAPI. La taxe GEMAPI dans le lever de montant à un plafond qui est maximum de 4 millions d'euros par an et qui sont déjà fléchés sur des actions et des projets que l'Aglo a déjà engagés. Donc, c'est une goutte d'eau vraisemblablement par rapport à ce que représenterait l'accompagnement d'une collectivité dans la mise en place de cette stratégie. Bon, force est de constater quand même que nous avançons, que nous ne sommes pas seuls et que cette stratégie va bientôt être débattue, partagée au sein d'une instance alors qui va représenter
l'ensemble des élus qui sont concernés par l'érosion du trait de côte. Donc, pour faire simple, toutes les communes littorales allant de Pénétin à La Baule, et qu'il va nous falloir préparer, informer la population et voir de quels moyens et avec quels moyens nous allons pouvoir les accompagner. Donc, au travers de ce sujet, la Chambre régionale des comptes, vous le savez, nous a fait un nombre de recommandations. Alors, pour l'agglomération, elles sont au nombre de 8. Alors, je vais vous les lire. Je vous apporterai aussi les éléments de réponse que j'ai donnés sur 2 points. Donc, première recommandation, il s'agit de recenser les lieux menacés par l'érosion à une échelle de 30 ans et 100 ans sur le territoire. Recommandation numéro 2, assurer la coordination de la compétence gestion du trait de côte au niveau de l'agglo et soutenir les communes qui en ont besoin. Point numéro 3, finaliser l'élaboration de la stratégie de la gestion du trait de côte rapidement. Point numéro 5, ne plus délivrer d'autorisation d'urbanisme pour les secteurs menacés. Point numéro 6, intégrer dans les plans locaux d'urbanisme la nouvelle cartographie des lieux exposés en cours de création. Point numéro 6, favoriser la mise en place d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Point numéro 7, intégrer dans le SCOT les éléments de gestion du trait de côte. Et point numéro 8, informer le grand public des risques liés à l'érosion côtière. Alors, tout ceci nous engage, puisque nous devrons, au terme d'une année, informer la Chambre régionale des comptes sur ces 8 recommandations sur ce que nous avons mis en place. Il y a des arbitrages et des décisions qui vont devoir être partagées, mais qui vont découler ensuite de la stratégie que nous aurons décidé de porter au niveau de l'agglo et des communes. Je mets simplement en avant une des recommandations qui est faite, ne plus délivrer d'autorisation d'urbanisme pour les secteurs menacés. Ça veut dire qu'on demande à une commune, dans le cadre de son PLU actuel, sur un secteur menacé, de refuser d'autoriser une construction ou une extension. Sauf que juridiquement, tant que le plan local d'urbanisme le permet, le pétitionnaire pourrait se retourner contre le maire sur un refus, alors que le plan local d'urbanisme l'autoriserait. Donc on voit bien déjà le vide juridique et la problématique qui se pose sur ce sujet. Autre point aussi important, c'est que la cartographie qui est donnée, qui est annexée dans le cadre de nos plans locaux d'urbanisme, c'est la carte PPRL. Donc c'est prévention aux risques littoraux. Mais on nous dit que cette carte-là n'est pas à jour et que la carte qui existe, la nouvelle carte, serait, alors je vais dire les termes, plus alarmiste sur l'érosion du trait de côte, mais je parle toujours d'une échéance de 30 à 100 ans. Voilà. Donc ça veut dire qu'il nous faut aussi, et c'est là que je disais dans la stratégie qu'on va établir, accompagner aussi la population, les habitants, les entreprises, parce qu'on a des secteurs économiques qui peuvent être aussi concernés. Et ce qu'il va falloir aussi que nous lancions, c'est un diagnostic de notre patrimoine, puisque l'agglo a bien aussi sur le littoral et en bordure des traits de côte tout son réseau d'assainissement, d'eau potable ou d'eau pluviale, qui représente aussi un risque en cas, dans le cadre de l'érosion, et qu'il nous faut aussi d'ores et déjà être en capacité de chiffrer. Il y a aussi des ouvrages, alors qui ne sont pas toujours pris en compte dans les cartes, mais sur lesquels nous devons aussi faire un diagnostic d'entretien, de remise à niveau,
Et donc c'est là aussi, dans le diagnostic, on va avoir besoin aussi d'un chiffrage sur les budgets à consacrer. Alors là, je parle de ce que ça représente au niveau de l'agglo. Donc vous l'aurez compris, on part sur un exercice fragile. On sait que l'agglo, c'est pas elle qui va y arriver toute seule, ni les communes, qu'il nous faut le soutien des départements, des régions, de l'État et d'autres fonds européens sur ce sujet. Mais au travers de ça, il y a ce qu'on va porter comme stratégie politique et il y a de quelle manière aussi on va accompagner la population en termes d'explication, de pédagogie et d'acculturation sur ce phénomène. Ce qui est logique, quand je parle d'une échéance à 30-100 ans, il y a plusieurs réactions. C'est laisser faire en disant « je transmets ça aux générations futures ». L'échéance est tellement lointaine, sauf qu'on est sur des enjeux et des situations tellement importantes qu'il est, à mon avis, et c'est ce que je porte, de notre responsabilité déjà d'engager aujourd'hui pour préparer l'avenir. C'est-à-dire c'est quel territoire on va laisser demain à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour préserver ce qui forme l'atout de notre territoire, le cadre de vie et son attractivité. Voilà. Donc, il y a un certain nombre, voilà, de sujets, mais pour lesquels on a déjà engagé des discussions. Alors, c'est aussi ça la démocratie. On partage pas tous la même vision. Je le dis. Il y a où est-ce que je dois agir? Est-ce que je dois laisser faire? Où est-ce que je dois intervenir? Et avec quels moyens? Donc toutes ces questions, c'est celles qui ont été posées, qui sont posées dans l'élaboration de la stratégie. Et je pense, Médor-Mer va me dire qu'en termes de calendrier, je pense que d'ici la fin du premier semestre 2024, on devrait déjà avoir donné les grandes orientations sur cette stratégie. Norbert, je vous laisse. Non, c'est bon. Ça marche? Ah, ben voilà. Je suis avec Monsieur Grasset. Bien, ça marche. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut rebondir là-dessus. Là où j'ai trouvé peut-être un petit peu rude la Chambre régionale, c'est que nos communes, comme Cap-Atlantique, se sont fortement engagées sur le sujet depuis 2020. Et au contraire, il y a une véritable démarche en matière, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, en matière d'élaboration d'une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, et que cette démarche, elle a pour objet, d'une part, bien effectivement, de faire un diagnostic, ce qui est déjà ce qui nous a permis de prendre conscience des enjeux qui étaient relevés et menacés par l'érosion du trait de côte, qui sont malheureusement nombreux, et notamment en matière d'habitat sur notre côte. Ce qui nous a permis aussi, avec la Carène, de réfléchir non seulement aux 98 km de côte de Cap-Atlantique, mais aux 141 km que forme la côte, enfin, qui constitue le trait de côte entre la Carène et Cap-Atlantique, de voir quelles étaient les convergences, quelles étaient les expériences qui avaient été partagées, et de se dire, et je pense que d'ici la fin du premier semestre 2024, non seulement nous aurons avancé sur les orientations, j'espère que nous aurons avancé sur un plan d'action, j'espère aussi que nous aurons avancé, mais avec toute la prudence qu'il est nécessaire d'avoir sur une cartographie, mais comme vous l'avez dit très justement, il ne peut pas y avoir de plan d'action si on ne connaît pas les moyens dont on dispose. Or, à l'heure actuelle, ce qui nous a été suggéré de manière sous-entendue par l'État, c'est que il n'y avait pas de fonds particulier qui était constitué à ce titre. Le fonds Barnier ne pouvait pas servir au titre de l'érosion du trait de côte et que, comme vous l'avez fort justement souligné, la taxe GEMAPI est très insuffisante pour faire face aux enjeux que constitue l'érosion du trait de côte. Et il nous semble, et là c'est un point de vue que l'on défend depuis le début, l'Association des maires de France et l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, vis-à-vis de l'État, c'est qu'il doit y avoir dans cette situation-là une solidarité nationale. C'est-à-dire que l'érosion du trait de côte concerne l'ensemble de notre territoire et on ne peut pas faire porter à nos seuls habitants l'érosion du trait de côte. Il faut aussi que l'ensemble du territoire national
soit solidaire de cette évolution climatique qui nous touche et qui touche l'ensemble de nos côtes. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, effectivement, c'est toujours très délicat parce qu'il s'agit de prendre acte sur ce rapport. Pour tout vous dire, nous, quand nous en avons, alors nous travaillons forcément dessus depuis un certain temps, puisque ce contrôle de la Chambre régionale des comptes a commencé il y a un peu plus de 6 mois, et que nous avons émis une réponse qui figure, d'ailleurs une réponse longue, je dois le dire, de 14 pages qui figure à ce rapport. Et il y a des recommandations auxquelles nous adhérons et que nous partageons avec la Chambre régionale des comptes. Oui, effectivement, il y aurait une logique et une cohérence à ce que, pour le coup, ce soit une compétence, le trait de côte, qui soit porté par l'intercommunalité, comme l'est le souci des digues et des submersions marines au titre de la compétence GEMAPI. Oui, il y aurait une logique à ça, et on rejoint en cela la recommandation de la Chambre des comptes. Nous rejoignons d'autres recommandations, comme celle d'intégrer effectivement dans le futur SCOT toute la dimension du trait de côte, mais il faut savoir que la révision du SCOT qui est en cours va nous amener à avoir une dimension littorale et maritime qui nous oblige justement à prendre en compte cette stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Et bien entendu que nous nous efforcerons de notre côté, comme le fait Cap Atlantique extrêmement bien avec la Carène, et comme vous l'avez soulevé, nous continuerons une information publique. Les sites écoles, le groupe Miroir, ces ateliers participatifs qui ont été mis en place, nous n'hésitons pas à participer à des tables rondes sur le sujet. Donc aujourd'hui, bien entendu, nous sommes, et je pense que l'intercommunalité a pris le sujet à bras-le-corps sans en avoir pour autant la compétence. Et nos communes l'ont fait de la même manière. Alors, il y a par contre des recommandations clairement auxquelles nous n'adhérons pas à ce stade et qui nous semblent être pour nous des considérations d'opportunité où la Chambre des comptes se plaçant juge de l'opportunité, se substitue quelque part à la volonté des élus. Je crois qu'il faut laisser les élus travailler sur les sujets, comme le PLUI, et définir quels seront leurs choix, mais ne pas se substituer à eux dans le cadre d'un principe de subsidiarité qui laisse aux communes le soin de définir quels sont les engagements qu'elles veulent prendre en matière d'urbanisme. Donc, aujourd'hui, nous, très clairement, nous espérons effectivement, et nous suivons en cela la Chambre régionale des comptes, nous sommes favorables à ce que cette stratégie aboutisse rapidement, mais néanmoins, et vous l'avez dit, nous abordons des sujets qui sont extrêmement délicats, que ce soit en matière de financement, que ce soit en matière de plan d'action, où est-ce qu'on abandonne, où est-ce qu'on continue, où est-ce qu'on relocalise, que ce soit en matière de financement. Donc, à ce titre, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, et si aujourd'hui la Chambre régionale des comptes nous demande d'aller vite, je crois que ce serait une erreur, parce que si nous allions trop vite, si nous mettions des choses sur la table trop rapidement, nous prenons le risque que ce soit mal interprété, mal acculturé, mal compris, et d'aller au contraire dans le sens inverse de la volonté qui est de dire nous allons mettre une véritable stratégie qui va nous permettre de repenser l'aménagement de notre territoire dans les prochaines années en matière d'érosion. Très bien, merci Norbert pour cette intervention. Je pense que Bruno Schmitt aussi voulait intervenir. Juste, je partage absolument ce que vient de dire Norbert sur à peu près tous les plans, et notamment le PLUI. Je vois pas trop le rapport entre la prise en compte de la stratégie du trait de côte et le PLUI, mais enfin bon, ça c'est pas le principal point sur lequel je veux intervenir. Je pense que dans tout ça, c'est un sujet, effectivement, comme vous le disiez, Monsieur le Président, extrêmement grave, extrêmement sérieux, avec des enjeux qui sont lourds derrière. De quoi s'agit-il? On nous parle d'exproprier des gens, on nous parle de préempter, on nous parle de déménager des familles. C'est quand même des sujets qui sont lourds sur le plan humain, sur le plan foncier, sur le plan financier. C'est des sujets qui sont extrêmement graves. Et je considère qu'aujourd'hui,
qu'on n'a pas dans tout ce qu'on nous, pour faire face à tous ces enjeux et à ces demandes des services de l'État, qu'on ne dispose pas de la connaissance scientifique suffisante du risque pour pouvoir prendre des décisions aussi importantes. Les cartes qu'on nous a présentées, j'ai posé la question à plusieurs reprises en disant est-ce que vous avez pris en compte la structure géomorphologique du littoral? On m'a dit non. Comment est-ce qu'on peut sérieusement dessiner une bande à peu près 1 cm sur des cartes qui sont, je crois, au 2/1000e, de manière linéaire sur des côtes qui sont extrêmement différentes? Puisqu'on a des côtes qui sont de la dune sableuse effectivement très vulnérable, on a de la roche friable et on a de la côte granitique très, très solide et très dure. Donc comment peut-on sérieusement nous demander de prendre des décisions qui auront un impact aussi important sur la vie des gens, sur leur patrimoine, avec une connaissance aussi peu précise et aussi peu scientifique du risque? Donc je partage tout à fait ce que vient de dire Norbert, c'est beaucoup trop tôt. Le risque, on nous demande de prendre des décisions à l'échelle de 30 ans, voire de 100 ans. Qui peut aujourd'hui dire qu'on a les éléments suffisants et une connaissance suffisamment précise et fiable du risque pour prendre des décisions assez importantes et en cas de recours, vous en parliez Monsieur le Président tout à l'heure, pouvoir présenter à un tribunal, à des juges administratifs, un argumentaire scientifique solide pour justifier des décisions qui seraient prises sur des éléments aussi peu convaincants. Voilà. Je vous remercie. Merci Bruno Schmitt. Jean-Pierre Bernard. On l'entend pas. T'enlèves ton micro, Daniel. Sur les propos de mon ami Daniel Riban, je comprends une certaine amertume. C'est vrai que nous avons créé cette communauté d'agglomération, mais j'ai quand même souvent entendu ici rendre hommage à ceux qui ont créé la communauté d'agglomération. Ça, je crois que on n'a pas oublié ce qu'ont fait les anciens, donc il faut le souligner. Et j'ai retrouvé aussi dans la démarche du président une grande convivialité, une grande écoute. Voilà, j'ai quelques précisions. En ce qui concerne le trait de côte, moi je te suis complètement, Bruno. Tant qu'on n'aura pas commune par commune travaillé mètre par mètre sur la configuration de nos falaises, on n'y arrivera pas. Effectivement, il y a des dunes, il y a de la roche dure, il y a du granit, il y a de la glaise. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'aura pas une cartographie précise de chaque site, je crois que c'est pas la peine d'avancer. Et là, il y a du travail, mais chaque commune peut le faire sans aucun problème. Merci Jean-Pierre. Bon, vous voyez, quand j'avais dit que c'était un sujet complexe, voilà, c'en est le témoignage aussi pour raconter. Oui, Emmanuel. Sur le rapport qu'on a reçu, on nous demande quand même de mettre ça au débat, notamment le Pouliguen et Piriac-sur-Mer, au prochain conseil municipal. Ce qui veut quand même dire qu'on va communiquer rapidement aux populations. C'est un état de fait qui effectivement est grave, avec une cartographie qui n'est pas très très claire, une population qui va se sentir un petit peu acculée, c'est notamment les gens dont le bien est en bord de mer et va perdre une valeur à la veille du conseil municipal, au lendemain du conseil municipal. Je pense qu'on risque d'avoir du monde au service urbanisme. Je pense quand même on dit d'y aller lentement, mais on nous demande d'aller vite. Donc il va falloir aussi à un moment qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, toutes ces communes littorales, sur une communication commune, afin que pas seulement la population du Pouliguen et de Piriac-sur-Mer soit informée en tout cas. Alors, pour rebondir, Emmanuel Dachieux, sur ce que vous dites, pour moi, il est urgent de ne communiquer qu'à partir du moment où il y a une stratégie qui est définie. Je veux dire, c'est pas à la Chambre régionale des comptes de nous imposer ce calendrier-là. On a une seule obligation, c'est de faire un retour sur le rapport de la CRC, mais en aucun cas de ne s'engager, puisque aujourd'hui, la stratégie n'est pas définie, et c'est ce que j'évoquais, c'est
comment on va accompagner la population, de quelle manière, et pour ceci, on joue notre rôle puisque on a la connaissance du territoire, mais on attend aussi que les autres partenaires et l'État nous suivent et nous accompagnent. Et à partir de là, c'est concrètement où on aura une stratégie, un plan d'action, qu'on pourra intervenir. Alors, on nous demande d'intervenir vite, mais aujourd'hui, c'est leur calendrier, c'est pas le nôtre. Donc, celui qui va compter, c'est notre calendrier, notre timing à nous. Parce qu'on est bien d'accord. Ceux qui ont porté cette situation-là, c'est nous, les élus locaux. Voilà. Donc, c'est à nous de définir ce timing-là. Oui, Norbert. J'avais Daniel Rival, pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, je suis complètement d'accord avec les propos que vous venez de tenir et je suis aussi complètement d'accord avec les propos de mes collègues, le maire du Pouliguen et le maire de Mesquer. Je vous rappellerai quand même qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une maison au Pouliguen qui tombait, boum, et c'est le département qui l'a éradiqué. Il a acheté cette maison, il l'a fait tomber, et nous avons quand même un gros problème aujourd'hui, c'est que l'État nous oblige encore à des choses, et mais en attendant, il nous donne pas les moyens. Donc nous savons tous qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont des maisons en bord de côte, des belles maisons d'ailleurs, et où je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas encore l'État qui va nous dire ce qu'on doit faire. Parce que là, il y en a un petit peu marre. C'est facile de dire, mais est-ce que nous avons les moyens? Est-ce qu'ils nous donnent les moyens? J'en suis pas sûr. Donc, moi, je suis prête à vous aider sur ce dossier-là, parce que je pense que on va avoir des gros problèmes sur notre littoral dans les années à venir, et va falloir qu'on réussisse à gérer ce trait de côte, à gérer ce... Mais c'est surtout... c'est facile de nous donner des obligations, mais en attendant, vous nous donnez quoi comme moyen, quoi, les services de l'État. Donc, sachez que vous pouvez compter sur moi pour vous donner un coup de main. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Daniel Rival. Oui, Norbert Samama. Bien, merci, Monsieur le Président. En l'occurrence, j'en profite pour remercier les agents de la Carène et de Cap Atlantique, ainsi que le CEREMA, qui s'investissent sur le sujet depuis maintenant 2 ans. Juste pour revenir sur la cartographie en tant que telle, aujourd'hui il s'agit d'un projet qui va être amendé, qui va être travaillé pour aboutir à quelque chose qui puisse être accepté et entendu par tous et porté au titre d'un plan d'action. Parce que c'est justement cette cartographie qui, en définissant les enjeux, nous permettra de dire où est-ce que on travaille les ouvrages en défense et où est-ce qu'on cherche à relocaliser les enjeux, à faire ce qu'on appelle à travers la loi climat et résilience du repli stratégique. Donc aujourd'hui, il est évident qu'il y a un travail qui se fait en parallèle avec le Comité national du trait de côte, qui est en train de réfléchir, et notamment par le biais de Madame Panonac, le député de la Gironde, qui est en train de réfléchir aux moyens de financer cette érosion, ou en tout cas les conséquences de cette érosion. Mais il faudra un moment, effectivement, faire aboutir cette stratégie. Pourquoi? Parce que si on ne la fait pas aboutir, eh bien, on ne se donnera pas les moyens d'agir. Et que nous ne pouvons plus, devant le changement climatique, devant les incidences que nous connaissons, non seulement en termes d'élévation du niveau de la mer, parce qu'il y a des données scientifiques sur lesquelles nous partons avec cette cartographie, puisque cette cartographie, pour tout vous dire, on est parti sur un niveau d'élévation de la mer qui est de 87 cm. Mais nous sommes partis avec des aléas, avec une connaissance scientifique. La connaissance scientifique, elle n'est pas parfaite. Et bien entendu qu'à un moment, les élus, autant que nous sommes, nous allons devoir acter d'un niveau entendable, acceptable et démontrer de l'élévation du niveau de la mer. Mais nous ne pourrons pas fermer les yeux et ne pas adopter cette stratégie, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous ne donnerons pas les moyens
de préparer les générations futures à l'évolution de notre territoire. Merci Norbert. Donc voilà la mission, l'engagement et le travail qui nous reste à mener en collaboration. Et nous aurons l'occasion d'organiser des ateliers spécifiques sur ce sujet et d'en débattre et en rendre compte au prochain conseil communautaire. Monsieur Samama, vous avez oublié quelque chose? Un détail, parce que Justin, c'est promis. Et en plus, j'ai Jean-Pierre qui va m'arrêter. Parce qu'en plus, c'est son micro. Non, Justin, il est quand même fait état dans le rapport que la commune du Pouliguen aurait délivré un permis de construire en 2017. Enfin, en l'état, il s'agit donc d'un permis de construire en 2017. La Chambre des comptes, la Chambre régionale des comptes relève une irrégularité. Oui, effectivement, c'est un permis de construire qui a été délivré sans respecter le PPRL. Et à ce titre, nous allons en informer, nous, de notre côté, le procureur de la République, comme il se doit, quand on a connaissance d'une irrégularité qui n'est pas conforme au PPRL. Mais néanmoins, notre collectivité aujourd'hui, notre collectivité, agit tout à fait correctement dans le cadre de l'instruction. Nous n'avons eu aucune remarque sur les permis de construire de 2020 à aujourd'hui. Et donc, au contraire, nous nous efforçons, que ce soit dans les DIA ou dans les permis de construire qui concernent les zones éventuellement soumises à l'érosion, eh bien, nous informons l'ensemble des pétitionnaires ou acquéreurs qu'il y a une stratégie d'élaboration, une stratégie, de gestion intégrée du trait de côte qui est en cours d'élaboration. Donc, nous faisons ce travail d'information et d'acculturation de notre population à ce titre. Merci Norbert pour ces précisions. Donc, ayant fait état de ce rapport, vous aurez à partir de ce soir ou demain matin la possibilité de le voir puisqu'il sera rendu public. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Donc là, il s'agit de prendre acte du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion et l'érosion du trait de côte. Merci. Alors, les deux délibérations suivantes nous ont été soumises, la numéro 46 par la commune de Saint-Bolf. Donc, il s'agit d'émettre un avis pour une dérogation au repos dominical pour l'année 2024 pour la SAS Ansago. Voilà. Donc, je suppose que si la Hubert Delorme nous envoie pour avis, c'est qu'il est favorable. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voter pour un avis favorable à cette dérogation, donc pour la commune de Saint-Bolf. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et même exercice, le rapport numéro 47 qui lui concerne la commune du Pouliguen. Donc là, il s'agit d'une demande de dérogation formulée par l'enseigne Au Fil des Marques, donc qui reçoit aussi un avis favorable de la commune du Pouliguen. Donc je vous propose de voter un avis favorable à cette dérogation repos dominical pour 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité pour cet avis. Vous précisez avant de conclure que vous avez donc l'information jointe sur le tableau des décisions prises sous délégation et bons de commande. Et je voulais revenir vers vous puisque c'était une des interrogations. Au précédent conseil communautaire, nous avions validé une subvention exceptionnelle au titre de l'ASA, donc l'association de syndics libres pour les paludiers. Donc nous avons adopté une enveloppe de 100 000 euros. J'ai eu l'occasion avec le président de l'ASA de faire une visite terrain toute une demi-journée pour constater l'étendue des dégâts sur les 18 brèches. Donc sans surprise, l'enveloppe de 100 000 euros a été très vite consommée. Donc, je m'étais engagé à vous donner une information quant à l'évolution. Donc, le président de l'ASA m'a envoyé la semaine dernière une estimation. Alors, c'est pour déjà vous préparer au chiffre qui est annoncé, puisqu'il y aura un travail fin à faire après avec nos services. Pour assurer les derniers travaux d'urgence, on est à peu près à hauteur d'une enveloppe de 600 000 euros. Wow. Oui.
Voilà. Donc nous allons réétudier voilà ce sujet. On aura l'occasion d'en reparler. Il passera dans les différentes commissions et nous allons voir aussi, ça fera partie du débat, comment l'AGLO peut accompagner face à cette situation. Mais je vous avais promis un bilan. Il a été rapide. Voilà. Donc vous indiquez aussi que notre prochain conseil communautaire se tiendra donc le 15 février 2024. Alors ça doit être le lendemain de la Saint-Valentin, Sonia. Hein? Là, bon, on va peut-être avoir des petits cadeaux. Et pour clôturer cette année, vous êtes tous conviés, et je compte sur chacun d'entre vous présents, à vous rendre dans la salle qui est juste derrière, sur lequel je vous invite à partager les spécialités de Noël sur un buffet très festif et dans l'esprit de cette fin d'année. Et j'en profite pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous de très belles fêtes, à vous et vos proches. À l'année prochaine.